Voilà, c'est parti Rémi. Super. Donc pourquoi est-ce que nous avons décidé de mettre en place ce webinaire? Alors tout simplement, c'est pour vous parler et vous dire pourquoi l'emballage éco-responsable va devenir une norme en France. Donc Lucie, on est en direct du CFIA de Rennes. Avec un peu de public en plus. Avec un peu de public en plus, merci beaucoup. Donc CFIA de Rennes, qui est la plus grosse usine de France aujourd'hui sur l'agroalimentaire. Donc Lucie, ce que je te propose, c'est qu'on commence par se présenter. Très bien. Donc Lucie, responsable marketing du groupe Flexico, je m'occupe de toute la communication, notamment tout ce qui est aspect réglementaire, analyse et bonnes pratiques pour une transition écologique. Et donc du coup, Rémi Dufour, responsable pour la France, pour tout ce qui est emballage. Donc je vous aide à choisir votre zip, mais aussi votre emballage flexible, éco-responsable. Donc le packaging éco-responsable va devenir de plus en plus la norme en France et en Europe. On va voir ça de par tout ce qui est les tendances actuelles du marché, mais aussi je vais vous parler de toutes les nouvelles réglementations avec Lucie, bien sûr. Donc les réglementations au niveau européen, donc on va vous parler de la PPWR, mais aussi de la loi AGEC, qui est la nouvelle législation en France. Oh, tout à fait. Donc Lucie, je te laisse présenter donc la première partie qui est les tendances actuelles du marché. Oui, tout à fait. Alors, on va parler des tendances et des tendances des consommateurs finaux. Comme vous savez, depuis la Covid-19, les consommateurs, en règle générale, se reconcentrent sur eux-mêmes. Donc, quand ils achètent un produit, ils aiment connaître la provenance du produit, la provenance des matières, mais également s'il est possible de le recycler. La réutilisation est devenue importante pour les consommateurs également. On peut le voir avec la réutilisation des produits, par exemple avec Vinted, mais on peut également le voir avec la réutilisation des packaging. Il y a certaines marques qui offrent la possibilité de retirer l'étiquette autour d'un emballage, ce qui permet de pouvoir réutiliser le packaging. Et on a également la suppression du superflu. Donc les utilisateurs d'iPhone ont dû le remarquer que sur les derniers modèles, vous avez un emballage qui est beaucoup plus sur mesure que ce que vous avez l'habitude d'avoir. Tout à fait. On appelle ça en fait le taux d'espace de vide. Et jusque-là, c'était une tendance, ça va devenir une réglementation. On nous demande à réduire entre 40 et 50% d'espace de vide ensuite. Donc, les tendances au niveau des emballages. Donc, il y a des emballages, pour l'emballage flexible, on va vous parler que de l'emballage flexible parce que chez Flexico, on est spécialiste de l'emballage flexible depuis 70 ans. Donc, on demande des emballages monomatières, c'est-à-dire en PP, PE, encore en papier, que ce soit des packagings durables, réutilisables et réemployables. L'emballage souple est une vraie mode. Tout simplement parce qu'il est simple d'utilisation, ergonomique, il prend moins de place pour le transport et il y a un gain de poids pour le transport et les stockages, ce qui réduit l'empreinte carbone. Quand on parle d'emballage éco-responsable, on parle de l'emballage en lui-même, donc son cycle de vie, mais on parle également de tout ce qui l'entoure, le transport, la fabrication. Donc ce qui prend part complètement au cycle de vie du produit. Tout à fait. Il y a deux types de façons de produire, donc on va vous montrer deux schémas. Donc le premier, c'est le schéma classique, donc avec l'extraction de matières premières, une extraction dite classique avec une production également dite classique sans prendre en considération l'environnement ou comment on pouvait produire de façon plus verte. Une consommation de la part des consommateurs où ils ne savaient pas réellement quoi faire de l'emballage. Et après, la fin de vie du produit où il était jeté, soit enfoui, soit incinéré pour une valorisation énergétique ou trié si cela était possible. Il y a une nouvelle façon de voir les choses avec une nouvelle façon de penser. C'est-à-dire qu'il faut une éco-conception de l'emballage. Donc, la matière utilisée, s'il est recyclé, s'il est biosourcé, une conception plus verte de la chaîne de production, La bonne façon de produire les choses. Tout à fait. La consommation de la part des consommateurs qui aujourd'hui est beaucoup plus raisonnée. On a vu avec la Covid-19 et on se pose toujours des questions sur comment réutiliser le sachet, la vie du sachet, la durée de vie du sachet et également donc la fin de vie. Il y a des filières de recyclabilité, il y a des actions qui sont mises en place par l'Europe, par la France pour pouvoir recycler le produit, pouvoir le réintégrer dans d'autres produits ou encore le recycler dans d'autres emballages. Donc ça reste une vision idéale que l'on doit mettre en place collectivement pour justement améliorer l'environnement dans lequel nous vivons. Mais il y a aussi l'État, donc au niveau de la France, mais aussi au niveau européen, qui va nous pousser, grâce à la mise en place de nouvelles législations, vers un emballage plus éco-responsable. Donc notamment, je vais aborder la nouvelle législation, qui est la PPWR, donc qui est l'acronyme pour le Packaging and Packaging Waste Regulation. Donc cette réglementation a pour objectif de réguler les déchets d'emballage et d'accélérer bien sûr la transition vers un modèle d'économie plus circulaire. Donc il y a plusieurs dates. Donc initialement, c'est le Parlement européen qui a voté
pour le PPWR en novembre 2023. Le Conseil européen a, lui, voté suite donc, au vote du Parlement en décembre 2023, mais suite à un désaccord entre ces deux entités, il y a eu donc une nouvelle mouture qui a été vue et donc qui doit être votée avant avril 2024. Alors, pourquoi avril 2024 ? Parce qu'en fait, tout simplement, on va revoter pour un nouveau Parlement. Et donc, si la loi n'est pas passée avant cette date, on risque de repartir de zéro, quelque part. Ou revoir des modifications apportées à cette PPWR. Donc, la PPWR, c'est quoi, Lucie ? Alors, la PPWR est constituée des 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recyclabilité. Le second pilier, c'est le recyclé. Le troisième pilier, c'est le réemploi et la réincorporation. Et le quatrième pilier, ce sont les exemptions. Je te laisse voir pour le premier pilier, Rémi. Donc, le pilier de la recyclabilité. Donc, le pilier de recyclabilité, je vais vous demander de retenir juste 2 dates. 2030 et 2038. Donc, 2030, pourquoi ? Parce que normalement, d'ici 2030, plus aucun emballage non recyclable ne pourra être mis sur le marché. Mais en 2030 aussi, un emballage devrait être recyclable à minima de 70%. Et en 2038, ce même emballage devrait être recyclable à minima de 80%. Afin de connaître le taux de recyclabilité d'un emballage, en France, il existe un outil qui s'appelle le Triciteo. Le Triciteo est disponible sur citeo.fr. Vous voyez le lien dans la présentation et vous l'aurez si vous récupérez la présentation après. Celui-ci, lorsque vous mettez toutes les informations de votre packaging dans cet outil, il vous donne automatiquement le taux de recyclabilité. Donc bien sûr, pour adhérer à cet outil, le Triciteo, il faut être adhérent de Citeo, bien sûr. Tout à fait. Donc, si on parle de recyclabilité, si par exemple vous aviez un emballage aujourd'hui avec une pâte autocollante, il faudra voir si ce sachet sera vraiment recyclé à la fin de sa vie. Donc si l'on regarde aujourd'hui, malheureusement si vous avez une pâte adhésive, il ne sera pas recyclé. Donc il vaut mieux regarder pour mettre en place un sachet avec un zip. De plus, si on parle de recyclabilité, parce que voilà, il y a aussi des taxes à payer, l'État français s'est engagé pour mettre en place les filières de recyclabilité pour le polypropylène d'ici 2025. Et elles existent déjà en France pour une partie du pays pour le polyéthylène. Tout à fait. Je te laisse aborder le deuxième pilier ? Oui, tout à fait. Donc le second pilier est le recyclé. La PPWR indique que les emballages mis sur le marché d'ici 2030 devront comporter 35% de matières recyclées post-consommateur et d'ici 2040, 65% de matières recyclées post-consommateur. Lorsqu'on parle de ça, on parle des emballages qui n'ont pas de contact sensible, c'est-à-dire qui ne sont pas pour le contact alimentaire ou médical. Pour cela, il y a un taux actuellement, il y a des taux, c'est encore en pourparlers. Le taux, c'est entre 7,5% et 10% de matières recyclées pour les emballages. À savoir qu'aujourd'hui, la PPWR indique que ce sont des recyclés mécaniques, c'est-à-dire que ceux-là n'ont pas de contact alimentaire, n'ont pas d'aptitude au contact alimentaire. Donc, il y a une discussion au niveau de l'Europe parce qu'il y a un désaccord sur le fait d'utiliser du mécanique pour l'emballage alimentaire. Donc, il serait peut-être possible, c'est encore en discussion et ça sera mis en place d'ici quelques années, pour utiliser la matière biosourcée dans les emballages primaires, c'est-à-dire ceux qui touchent le produit, pardon. Donc, cela peut être une seconde option uniquement si l'emballage recyclé ne pollue pas le produit. Merci beaucoup. Alors, pour le réemploi, je vais vous parler déjà des définitions du Code de l'environnement. Alors, je vais la lire. La définition, c'est le réemploi est toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Pour aller dans le réemploi, donc en fait, le réemploi, on va vous donner un exemple, une concession automobile, une concession ou un fabricant automobile qui met des pièces automobiles dans un sachet. Il est possible d'envoyer donc ce sachet pour toutes les concessions ou les magasins. Et ces responsables de magasins et de concessions peuvent renvoyer le sachet à la concession. Il y a beaucoup d'envois dans ma discussion. Mais en fait, c'est tout ça pour vous dire que quand on renvoie le sachet, il peut être utilisé pour la même utilisation. Donc, c'est du réemploi. Et à partir de là, donc, l'emballage est réemployable. Mais il y a 2 cas de figure où, en fait, vous serez exempté de réemploi. Donc, si on prend le premier cas, c'est à partir du moment où vous avez des filières de recyclabilité qui couvrent 85% du territoire, et du coup, vous serez exempté de réemploi. Donc, par exemple, en France, si on prend les emballages mono-PE, donc devraient être exemptés à partir du moment où le pays disposera de 85% de filières de recyclabilité sur cette même matière. Et si on revient au polypropylène, la France s'est engagée, on l'a dit plus tôt dans cette présentation, qu'ils vont mettre les filières de recyclabilité en place d'ici 2025.
Tout à fait. En plus, vraiment, apparemment, les filières de recyclabilité en PP sont vraiment avancées. C'est juste qu'ils savent pas trop encore si c'est du mécanique ou du chimique. Le second cas, pour être exempté de réemploi, c'est si un metteur sur le marché arrive à prouver que l'analyse du cycle de vie, donc qui est l'ACV, de son emballage est la meilleure option pour l'environnement. Donc, il va regarder si c'est mieux de le réemployer ou mieux de le refabriquer. Et s'il compare et si on voit que c'est mieux de le refabriquer, on pourra le refabriquer au lieu de le réemployer. Lucie, le dernier pilier? Tout à fait. Les exemptions. Donc, il y a des exemptions pour les emballages. On parle des emballages flexibles, donc notamment pour les emballages en carton ou en papier. Eux sont exemptés de toute réemployabilité. Mais aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est qu'il y a, contraire de principe d'égalité entre les matières. Donc, toutes les industriels du plastique, donc les gros groupes industriels du plastique, eux, mettent la pression pour qu'on ait les mêmes exemptions que pour les emballages en carton ou en papier. Nous retrouvons également d'autres exemptions comme l'exemption pour les produits lourds ou encore les produits fragiles ou les transports de marchandises dangereuses. Donc la PPWR aussi va imposer une réduction des emballages par habitant. Donc en fait, on va s'appuyer sur les chiffres de 2018 pour faire ça. Et donc on estime que d'ici 2030 ans, il y aura moins 5% de consommation d'emballage par habitant. Et 2035, il faudra réduire la consommation d'emballage par habitant de 10% et moins 15% en 2040. Tout à fait. Et à savoir qu'en fait, en janvier 2021, l'Union européenne a mis une taxe en place. C'est une taxe pour tous les déchets non recyclés mis sur le marché. C'est-à-dire que cette taxe sont les États membres qui vont la payer. Donc, in fine, nous, les contribuables. Donc, en 2021, nous avons payé en France 1,250 milliard d'euros pour les déchets non recyclés mis sur le marché, ce qui représente une somme assez importante. Il est important de comprendre que l'État français ne va pas vouloir payer cette taxe indéfiniment. On souhaite toujours faire des économies, ça a été dans les discussions récemment. Donc, l'État français va forcément pousser pour avoir des emballages plus recyclables, monomatières ou encore recyclés, pour ne pas avoir à payer cette taxe. On va faire un petit point sur la loi AGEC. Donc, la loi AGEC, comme vous le savez, c'est la loi française, la loi anti-gaspillage pour une économie plus circulaire, avec le décret des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Cette loi, tout le monde la connaît, ça fait déjà quelques années qu'on travaille dessus. On va juste parler de 2 points, qui sont l'article 5 de la loi AGEC, qui indique que 100% des emballages à usage unique devront être recyclables d'ici le 1er janvier 2025, et une suppression globale des emballages à usage unique d'ici 2040. Et l'article 9 qui indique que depuis 2023, 5% des emballages devraient déjà être réemployables, et d'ici 2027, 10% tendront à être réemployables. Et tous les emballages réemployables devront être également recyclables. Mais comment vous aider pour cette transition ? Alors, Flexico, vous avez dû le remarquer, pour ceux qui sont déjà nos partenaires, ont dû être approchés par l'ensemble de nos collaborateurs pour vous apporter des solutions plus éco-responsables versus les emballages que vous avez l'habitude de consommer aujourd'hui. Donc, en fait, les utilisateurs de Doigtpack PETPE ont dû remarquer que nos collaborateurs ont dû apporter une solution de Doigtpack en PE, EVHPE, qui est aujourd'hui recyclable. Tout à fait. De plus, chez Flexico, 99% des emballages mis sur le marché, ça soit les zips ou les emballages flexibles tout faits, sont déjà recyclables. Mais nous restons bien sûr à votre disposition pour vous proposer en fait des solutions qui seraient non recyclables, parce que vous n'aurez pas le choix, parce que vous vous trouvez dans l'agroalimentaire ou dans le médical, et que un emballage non recyclable avec des barrières spécifiques sont nécessaires. Donc, on pourra toujours vous accompagner sur ces produits-là. Ensuite, vous avez dû remarquer aussi que l'année dernière, on a sorti une nouvelle gamme de mini-grippes à base de PCR 30%. Donc PCR, recyclé post-consommation. Mais nous travaillons déjà aussi aujourd'hui sur du PCR, mais pour le mini-grippe toujours, mais à base de 35% de recyclé post-consommation pour être justement en adéquation avec la nouvelle législation qui est la PPWR. Mais nous avons aussi déjà des gammes de sachets PCR avec 50% de recyclé post-consommation aujourd'hui dans nos gammes. Et dans les solutions qu'on apporte, on va vous donner l'exemple d'une collègue de travail à nous qui travaille avec un fabricant de prêt-à-porter. Et en fait, elle lui a trouvé une solution complète pour pouvoir emballer, réemployer et recycler. En fait, c'est simple. Ces fabricants de vêtements envoient dans ces magasins donc les vêtements. Déjà, ils utilisent des sachets plastiques pour une meilleure protection du contenu. Ces sachets sont recyclés à hauteur de 30% parce qu'ils utilisent des mini-grippes avec un zip. Donc,
les recyclés bénéficient d'un bonus Citeo. De plus, ces sachets sont recyclables et réemployables parce qu'ils peuvent être réenvoyés dans l'usine pour les réemployer. Et en parlant de réemploi, en fait, ce qu'on propose aujourd'hui, nos sachets c'est réemployable de base. C'est juste l'utilisation qu'on en fait lorsqu'on les vend ou l'utilisation que nos partenaires en font. Oui, et nous avons même décidé d'aller plus loin parce que nous allons investir dans de nouveaux outils industriels pour répondre à la problématique du réemploi. Car nous souhaitons réutiliser nos déchets donc, industriels pour les rebroyer et les remettre au niveau de la production pour recréer de nouveaux produits. Et à terme, ce que l'on souhaiterait faire, c'est reprendre l'ensemble des déchets de production de nos partenaires pour les réintégrer à de nouvelles productions chez nous. Donc pour conclure, en quoi l'emballage éco-responsable est un enjeu pour l'avenir en France? Rémi, je te laisse y répondre. Merci. Oui, donc nous sommes bien conscients que l'emballage éco-responsable aujourd'hui représente un certain coût. Mais grâce à l'ensemble de la nouvelle législation et les lois qui vont venir grâce à l'Europe et à la France, que les prix de production, les coûts de fabrication seront tirés vers le bas. Donc à terme, normalement, cela va aider les petits fabricants, utilisateurs d'emballage d'avoir des prix beaucoup plus concurrentiels. Et à terme, bien sûr, ça comme but final d'améliorer en fait l'environnement dans lequel nous vivons. De plus, la PPWR va nous aider à mettre un pas dans la CSRD, qui est une RSE élargie, qui se dit la Corporate Sustainability Reporting Directive, Donc, si on vous donnera plus d'informations sur notre site, mais en fait, c'est une RSE élargie, on n'aura pas le choix de se mettre dedans également. Donc, nous allons maintenant passer aux questions. Alors, on va demander aussi au public autour de nous. Oui. Est-ce qu'avec la PPWR, il n'y a pas un risque de manque de matières disponibles sur le marché, notamment de matières recyclées, voire incorporées? Alors, en effet, la question se pose. C'est pour ça aussi que le biosourcé peut être dedans, mais elle se pose pour le recyclé mécanique. Donc, la PPWR pourrait inclure, après le recyclé chimique, ce qui est encore en pourparlers, mais il pourrait inclure une autre méthode de recycler pour pouvoir répondre à cette demande. Actuellement, il n'est pas possible effectivement d'utiliser du recyclé chimique pour répondre aux questions notamment de contact alimentaire des emballages qui intègrent du recyclé. Non, la PPWR n'indique pas le fait d'utiliser du recyclé chimique, mais juste du recyclé mécanique. Sans aptitude au contact alimentaire de ce fait-là. Merci. Mais le fait que les papiers soient exemptés, est-ce que c'est pas quand même ciblé tout particulièrement le plastique? Pour le plastic bashing. Est-ce que ça sera pas vraiment est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas un risque de certains lobbies qui vont essayer de se défendre en disant que c'est en violation du règlement d'équité de traitement des matériaux auprès de l'Union européenne? Justement, ça c'est une possibilité parce que voilà, il y a vraiment, on voit un système d'anti-concurrence quelque part, parce qu'il y a beaucoup de matières qui sont exemptées, telles que le bois, le papier. Oui, tout à fait. Donc, tout ce qui est matière, tout ce qui vient du bois, c'est exempté comparé au plastique. Et si les lobbying poussent justement pour avoir cette même égalité avec le plastique. Et comment est-ce qu'il y a déjà, c'est harmonisé? Qui c'est qui va déterminer quel est le taux de recyclabilité? Comment ça va se passer? Alors aujourd'hui, le taux de recyclabilité, pour l'Europe, c'est un peu flou, dans le sens où on ne connaît pas tous les outils. Pour la France, on en a un, mais après, ça sera harmonisé. Enfin, l'Europe va créer un outil global ou se mettre d'accord avec différents pays pour avoir un outil et avoir le même taux de recyclabilité, que ça soit tout cohérent, en fait, lorsqu'on mettra les matières. Et normalement, on va être aussi obligé de mettre sur le dos de l'emballage la composition de son emballage pour bien indiquer que c'est recyclable, ou en tout cas, si ça ne l'est pas, quelles sont les matières qui composent le sachet. Oui, et il y aura une vraie traçabilité sur les sachets et il devrait y avoir la matière, la provenance, s'il est possible de le réemployer, comment le réemployer, comment le recycler. Il va y avoir vraiment plein d'informations sur l'emballage et les metteurs sur le marché devront être au fait et au courant de ce qui est signé sur le fait qu'ils sont d'accord sur ce qu'il y a sur l'emballage pour la traçabilité. Et comment on va gérer la traçabilité pour les produits recyclés venant d'Asie, par exemple? Ça, c'est une très bonne question, oui, car nous n'en avons pas encore la réponse à cette question-là. Mais en tout cas, pour la France, on a entendu l'histoire de mettre des QR codes donc dans l'emballage pour pouvoir suivre justement et tracer l'emballage. Et on n'est pas sûr qu'il y aura vraiment la même traçabilité pour les emballages qui viennent d'Asie et les emballages qui viennent d'Europe.
parce qu'ils ne suivent pas les mêmes réglementations. Merci. Merci. Donc nous souhaitons vous remercier pour tous ceux qui ont pu participer à cet événement.